la raison du développement d'Aster, c'était de mettre à disposition pour les études importantes pour la sûreté dans le domaine nucléaire, des modélisations parfaitement maîtrisées, dont on connaît parfaitement le domaine, on est sûr de leur conservativité, on connaît les marges sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc la qualité, on ne pouvait pas concevoir le développement sans la qualité. Si on n'avait pas pensé qualité, on aurait pu très bien acheter un logiciel du commerce ou même se fonder sur un code développé par une université. C'était une condition indispensable au démarrage d'Aster. Mais il y avait aussi d'autres raisons. C'est que les développements de modélisation, on savait ils seraient longs et très difficiles. À l'époque, on savait qu'il faudrait 10, 15, 20 ans pour certaines modélisations dans le domaine de la mécanique de la rupture, de l'endommagement, pour arriver à avoir des modélisations acceptables pour les études. Et donc il fallait une base solide qui résiste au temps, et là on peut dire qu'on y est arrivé. Le premier audit d'Aster, qui avait été commandité par la direction d'ingénierie nucléaire, en 1994, c'était une étape cruciale pour la percée d'Aster, donc à l'ingénierie. Ceci dit, il y avait beaucoup d'atouts qui ont fait qu'on a eu la certification sans difficulté. Les outils de l'atelier génie logiciel aujourd'hui sont les mêmes, mais ils ont migré vers des technologies web qui nous permettent de gérer le volume de plus en plus important de développement. En particulier, nous avons passé récemment la 13 millième fiche du REX. C'est une organisation collégiale qui décide de faire rentrer ou non les nouveaux développements dans le code. Chaque développement doit être documenté et validé. Nous devons aussi nous assurer de la non-régression du code. Et à cette fin, nous disposons d'une batterie de 2300 tests qui doivent être passés pour chaque développement. Les versions de développement sont mises à jour de façon hebdomadaire. Tous les 6 mois, on fige une version. Tous les 2 ans, cette version de développement est figée en version d'exploitation. Cette version d'exploitation est ensuite utilisée pour les études, et notamment pour les études de sûreté. Les sources Aster, ça représente actuellement plus d'1,5 million de lignes. Et donc, le défi pour la maintenance, c'est comment intervenir dans ces sources sans avoir à connaître toutes ces lignes. L'idée de départ, c'est de dire on peut le faire parce que le code est modulaire et qu'il est décomposé en fonctionnalités indépendantes. Les fonctionnalités vitales du code, on va citer stat non linéaire, on va citer je veux, nécessitent effectivement en permanence des réécritures, des adaptations. D'abord, un grand volume de sources, c'est pas fondamentalement un handicap. Parce que d'une certaine manière, plus il y a d'utilitaires dans le source, et moins on en a à écrire. Je crois que la connaissance du code sous cet aspect-là est une difficulté réelle. Ce processus de développement et de restitution, dans le fond, supplée à cette question que d'autres et que personne n'a bien su résoudre. D'autant que ce processus a des traces, qui sont les fiches, qui sont les histores. Il y a des choses qui sont faciles à développer dans Aster, il y a des choses qui sont moins faciles, comme dans tous les codes. Alors si on commence par ce qui est facile à développer, c'est introduire une nouvelle famille d'éléments finis, introduire une nouvelle commande de post-traitement, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est facile parce que dès le début, l'architecture du code initial a été faite pour ça. Les développements qui sont plus difficiles à faire, c'est ceux qui nécessitent d'intervenir dans des sources très nombreuses. Parce que quand on doit le faire, on hésite toujours, et puis quand on décide de le faire, il faut se retrousser les manches. Alors c'est vrai que d'avoir choisi qu'Aster soit un solver et rien qu'un solver, ça a été une décision qui a été prise dès le début et à laquelle on s'est toujours tenu. Je pense qu'au départ, en termes d'utilisation, ça a réellement été un handicap. En termes de développement, c'était évidemment un avantage, c'est-à-dire ça nous a permis de nous restreindre sur un objet et un seul, qui était le développement de la mécanique et des outils numériques allant autour de la mécanique. Ça a permis, par exemple, en termes de panel de compétences qu'on avait à embaucher ou à maintenir dans l'équipe code, ça a permis de la restreindre, c'est-à-dire on n'avait pas forcément nécessité d'avoir des spécialistes du graphique, de X-Motif, etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée des plateformes, et en particulier de Salomé, change complètement la donne, c'est-à-dire que ce qui était un inconvénient est peut-être en train de devenir un avantage.
Parce que je pense qu'au travers de Salomé, on a peut-être déjà, et en tous les cas on peut espérer avoir dans l'avenir, quelque chose qui en termes de graphique, en termes de CAO, sera dans le fond mieux que ce qu'on aurait pu faire, et surtout restera au goût du jour. On peut espérer que ça restera au goût du jour, que ça restera moderne. Alors déjà on a restreint, puisqu'au départ on a écrit un langage de commande, et puis les choses comme Python arrivant, et ben on s'est dit le langage de commande ce sera Python, enfin un peu adapté, mais on a su faire cette adaptation-là. Je pense qu'il y a un autre domaine dans lequel il faut peut-être se poser la question de l'adaptation, c'est-à-dire utiliser des choses existantes, eh ben c'est l'algèbre linéaire. On est du reste en train de faire, je crois qu'on a raison, et il me semble qu'une des questions de la développabilité et de l'avenir du code, ce sera justement d'être capable de s'adapter et d'acquérir les choses existantes quand elles deviennent des standards ou quand elles deviennent plus facilement développables que ce qu'on sait faire. Les études effectuées à EDF sont nombreuses et concernent évidemment les ouvrages dont EDF a la responsabilité. Donc en particulier les centrales nucléaires avec les composants du circuit primaire et secondaire, les machines tournantes, le cœur, et puis d'autres ouvrages comme les pylônes, les barrages, le génie civil ou les sites de stockage souterrain. L'ingénierie d'EDF a commencé à faire des calculs avec Codaster dès 1992, pour des calculs de type mécanique de la rupture, sur des piquages. Ensuite, le développement de Codaster en dynamique et en loi de comportement de béton a permis notamment de réaliser la première étude sismique du palier EPR en 1996. Et puis ensuite des calculs d'aéro-réfrigérants, par exemple. En plus des études d'expertise, il est apparu le besoin de faire des études paramétriques rapides, notamment sur des composants comme des coudes ou des piquages. C'est pourquoi on a développé des outils métiers qui permettent de faire facilement le maillage paramétrique et puis la mise en données de ces structures pour que le calcul, notamment de nocivité de défaut, puisse être fait assez rapidement. Le développement en fait des lois de comportement de géomatériaux notamment a permis aussi à l'ingénierie hydraulique d'utiliser Codaster, en particulier pour le comportement des sols et des barrages. Depuis 1998, nous sommes à notre 3e serveur. Nous avons toujours cherché à adapter notre serveur au volume des études et aux tailles des modèles. Au début des années 90, un gros calcul, c'était de l'ordre de 100 000 DDL. On pourrait citer par exemple une éprouvette CT en 3D. Aujourd'hui, avec les internes de cuve, on est de l'ordre de 7 millions de DDL. Je crois que pour les ingénieurs d'études, la confiance vient évidemment de l'organisation mise en place, de la documentation, mais là encore du lien avec l'équipe de développement, parce que ces ingénieurs d'études savent qu'ils peuvent demander des évolutions, des corrections, ou bien de l'aide à la modélisation.